Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va pour une fois, qui ne va pas s'intéresser à la saison 4 de Tekken. Ça ne sera pas un tuto saison 4, parce que bon, j'en ai fait quelques-uns. Personne m'a trop demandé de personnages spécifiques que j'aurais fait avec plaisir, mais du coup j'ai décidé de prendre l'autre format que j'avais commencé sur ma chaîne, et tout simplement on va finir l'introduction à Tekken, que j'avais commencé d'abord par deux premières vidéos, une vidéo qui se portait sur l'aspect vocabulaire, on va dire, de Tekken, et la deuxième qui se basait sur comment progresser rapidement, comment prendre du niveau de façon rapide, et surtout comment comprendre le jeu rapidement. Parce qu'en fait, Tekken, c'est quand même une compréhension de jeu. Qu'est-ce qui marche pas en jeu. Alors aujourd'hui, cette troisième partie qui va clôturer cette introduction à Tekken va se pencher sur un aspect un peu plus, on va dire, restreint, mais qu'on évoque au final assez peu. Alors le sujet est simple et très global, c'est comment gagner à Tekken. Parce que on vous parle de punition, on vous parle de combo, on vous sort un jargon que des fois au début de Tekken vous comprenez pas. Évidemment, pour ceux qui comprennent pas, allez voir ma vidéo sur le vocabulaire, évidemment. Mais on vous parle de beaucoup de choses, mais en fait, est-ce que ça me fait gagner? Et est-ce que c'est comme ça que je vais gagner les matchs? Et bien par exemple, je suis partisan de la théorie qui dit que quand vous commencez le jeu, les punitions, donc c'est-à-dire la capacité à punir les erreurs de votre adversaire, que ça soit en whiff, donc quand il loupe son coup, ou en garde quand il met un coup que vous pouvez punir en garde, je pense pas que ça soit primordial au début pour gagner un match. Pourquoi? Parce que Tekken est un jeu, comme je l'ai souvent répété dans mes vidéos, extrêmement riche, extrêmement large, avec énormément de connaissances de jeu, d'où le fait que tous les top players soient des gens qui soient là depuis très longtemps, sur tous les Tekken depuis très longtemps, tout simplement parce qu'ils ont emmagasiné beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience dans le jeu. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des connaissances générales sur le jeu. Et donc évidemment, quand vous êtes débutant, vous n'allez pas apprendre des pages entières de frame data pour vous dire ah bah oui, donc contre tel perso avec mon perso il faut que je punisse avec ça et avec ça et avec ça. Ça c'est quelque chose qui va venir relativement naturellement avec l'expérience et au fur et à mesure. Donc je pense pas que dans un premier temps, quand vous arrivez sur Tekken, pour gagner vous avez vraiment besoin de savoir tout punir. Et je ne pense même pas que les punitions de façon générale soient primordiales pour gagner. À un level débutant et un level moyen. À très haut level, effectivement, si vous voulez gagner et vous voulez être meilleur que les autres, si eux, les gens, ils maximisent leur combo, etc., mais que vous avez des punitions au-dessus de vos adversaires, forcément vous allez gagner, vu que vous allez faire plus de dégâts. Mais là, c'est quand vous êtes très très haut dans le niveau. En réalité, quand vous êtes tout en bas, les punitions déjà, quand vous êtes tout en bas, vos adversaires vont avoir très souvent tendance à ne pas punir, et vous aurez très souvent tendance à ne pas punir. Donc globalement, c'est pas là que se maximiseront les dégâts. Je veux dire, les dégâts. La vie que vous enleverez à votre, que vous allez enlever à votre adversaire. Donc la question c'est donc, oui, donc si c'est pas les punitions qui me font gagner, si c'est pas maximiser au poil de dégâts possible les combos, qu'est-ce qui va réellement me faire gagner sur Tekken? Et c'est un sujet très vaste qu'on va aborder en plusieurs points. Alors on va aller en entraînement, on va prendre n'importe quel perso, ça n'a pas vraiment, d'intérêt. Mais on va prendre un perso. Alors d'abord, pour gagner à Tekken, qui va être très important et que j'ai déjà répété dans les vidéos, c'est de connaître votre perso. Quand j'appuie sur ma manette de telle façon, quand je fais tel coup, qu'est-ce que ça va sortir? Alors c'est un truc que j'ai déjà répété, mais qui est primordial. Si vous savez pas quel coup ou quel bouton donne quel coup sur votre perso, juste vous n'allez pas savoir ce que vous faites et donc ça ne sert à rien. Donc ça c'est la première étape. Mais c'est pas vraiment ça qui va vous faire gagner en match. Juste connaître, ça va vous faire jouer en match. Parce que sinon avant, quand vous connaissez pas du tout votre perso, vous savez pas jouer et puis c'est tout. Alors qu'est-ce qui va vous faire gagner en match? Dans un match, comment je gagne face à mon adversaire? Et j'ai, il y a maintenant un an et demi, multiplié les matchs en débutant, parce que j'étais moi-même un débutant il y a un an et demi, 2 ans. J'étais moi-même un débutant qui était dans les rangs très bas, voire au début j'ai très peu joué en classé, donc j'étais pas classé en fait, et je faisais juste des matchs en line, en partie rapide. Et donc, j'ai repéré évidemment des défauts qu'on a à ce niveau-là quand on débute à Tekken. Alors déjà, connaître le perso évidemment, je vois beaucoup trop de gens qui arrivent en online, j'ai vu beaucoup trop de gens qui arrivaient en online et qui ne connaissaient même pas en réalité les coups de leur perso, donc ça se voit tout de suite qu'ils connaissent pas, et puis ça se voit tout de suite que, bon, voilà, qu'ils vont pas gagner face à vous. C'est pas possible de gagner à Tekken si vous connaissez pas votre perso. Donc, le point le plus important, c'est briser la garde de votre adversaire. C'est un point très fort, très essentiel dans Tekken. Dans les jeux de combat en général, vous avez beaucoup de types de jeux de combat, évidemment.
Un Soul Calibur n'a rien à voir avec Tekken sur ses mécaniques, n'a rien à voir avec un Street Fighter sur ses mécaniques, qui n'a rien à voir avec un Mortal Kombat, qui n'a rien à voir avec un Smash Bros. D'accord? Tous ces jeux ont une façon différente, certains ont des similitudes évidemment, mais tous ces jeux ont des façons différentes, on va dire, de briser la garde de votre adversaire, de briser le neutral. Dans Tekken, vous avez par définition une garde qu'on va appeler neutre, si vous bougez pas, et une garde manuelle, si vous appuyez sur arrière. Et en fait, dans beaucoup de jeux, je vais prendre exemple sur d'autres jeux, par exemple dans Super Smash Bros, pour casser le neutral de votre adversaire, quand l'adversaire se défend trop, c'est-à-dire qu'il recule trop, qu'il se défend trop, il faut choper votre adversaire. La chope bat le bouclier de votre adversaire. Dans certains jeux, dans d'autres jeux, même si votre adversaire y défend, bon je parle par exemple de jeux très mauvais comme les jeux des Naruto Shippuden par exemple, quand vous tapez dans la garde de votre adversaire, l'adversaire se prend quand même des dégâts. Les dégâts sont réduits mais l'adversaire se prend quand même des dégâts. C'est ce qu'ils ont retranscrit par exemple sur les personnages comme Akuma ou Guise, qui quand ils sont dans leur mode, dans leur spécificité, ont des coups qui font des dégâts même en garde. C'est-à-dire que vous tapez dans la garde de votre adversaire et la barre de vie de votre adversaire descend totalement. Ensuite vous avez des jeux, notamment dans les jeux en 2D, ce qui va briser la garde, c'est les coups sautés. Donc quand vous sautez, que vous arrivez au-dessus de votre adversaire, qu'on appelle les overhead, c'est des coups qui vont pouvoir permettre de briser la garde de votre adversaire. Et en fait les jeux de combat, tous les jeux de combat, ne sont qu'en fait une espèce de partie, on pourrait dire, de pierre-feuille-ciseaux beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que vous avez des options pour briser la garde de votre adversaire, et l'adversaire a des options pour contrer ces options. D'accord? Et vous jouez une option, votre adversaire joue une option. Vous jouez une option, votre adversaire joue une option. Et dans Tekken, la particularité est assez grande, c'est que en garde, peu importe ce que vous faites, alors excepté les gens qui ont beaucoup joué me parleront des imbloquables, mais en fait ils sont très peu utilisés. En garde, vous ne faites pas du tout de dégâts. Quand je tape Heihachi là en garde, peu importe le coup que je mets, que ça soit un high, que ça soit un mid, que ça soit des gros mid, bah Heihachi il se prend pas de dégâts, sa barre de vie elle descend pas. Donc techniquement si vous êtes débutant et que votre adversaire en face il ne fait que reculer comme ça, bah si vous connaissez pas vos coups, vous allez juste le taper en high et en mid et votre adversaire se prendra jamais de dégâts. Et si votre adversaire se prend jamais de dégâts, bah il a juste à reculer. Et puis quand il voit une ouverture, là il pourra commencer à taper. Mais c'est pour ça que le point qui va être très essentiel dans Tekken, ça va être les lots. Les lots ont la particularité dans Tekken de briser la garde de votre adversaire. Et je parle de lots très spécifiques, je parle pas des très gros lots comme le Snake Edge dont j'ai déjà parlé, qui est visible. Votre adversaire, voilà, 29 frames c'est extrêmement lent, votre adversaire peut le voir à l'œil nu et donc le garder, se baisser en réflexe. Ça c'est pas ce que j'appelle des lots pour briser la garde, parce qu'en réalité on voit beaucoup de débutants qui utilisent ce genre de gros lots pour briser la garde de leur adversaire. Voilà, ils s'avancent comme ça, comme des bourrins, et puis voilà, ils mettent un gros lot comme ça qui va launcher derrière. Mais en réalité c'est pas ça briser la garde de l'adversaire, parce qu'un bon joueur il va juste se baisser et vous le garder et vous punir. Donc briser la garde de l'adversaire, ça va se passer avec des lots qu'on va appeler les lots invisibles. C'est des lots qui visuellement, votre adversaire ne peut pas réagir à l'animation. Par exemple, ce lot, le Dawn 4 de Brian, c'est un lot qui sort en 15 frames et votre adversaire ne peut pas voir l'animation débuter et faire « Ah, c'est un lot qui arrive donc je me baisse ». Donc ça veut dire quoi? C'est que dans une situation totalement, je vais prendre une situation très simple, après le back one de Brian, vous êtes à plus 4. Brian est à plus 4. Alors, la situation ne va pas être aussi binaire que je vais l'évoquer. Là, je vais évoquer une situation très binaire. En réalité, votre adversaire, il a beaucoup plus d'options. Il peut sidestep, il peut faire un coup qui est armor, il peut tout simplement backdasher pour éviter certains coups. Mais vous m'avez compris. Mais en fait, dans une situation comme ça, techniquement, c'est presque une situation de 50-50. Est-ce que je vais faire un low ou est-ce que je vais faire un mid? Le low va battre la garde de l'adversaire mid. Et le mid va battre la garde de l'adversaire low. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Heihachi a beaucoup plus d'autres ressources à sa disposition pour battre les options de Brian. Comme je l'ai dit, il peut sidestep, il peut backdash, il peut fuzzy guard, il peut tout simplement faire un coup armor, il peut... qu'est-ce qu'il aurait? Il pourrait faire un backswing blow, je ne sais pas si Heihachi a un backswing blow. Il peut tout simplement tenter de faire un coup très rapide pour battre mon avantage. Bref, tout ça c'est d'autres options. Mais... l'option est là, c'est qu'il va se retrouver normalement, la plupart du temps, parce que Heihachi va avoir très peur de taper derrière ce coup, vu que vous êtes très positif, il va se retrouver dans une situation de 50-50. Est-ce que je fais un mid ou est-ce que je fais un low? Et c'est ça qui est très important quand vous êtes débutant, c'est de connaître vos lots. Alors, connaître les mids c'est très important, connaître tous les coups de votre personnage en réalité c'est très important, mais connaître vos lots c'est particulièrement important. Et je vous parle pas des très gros lots qui sont
globalement très risqué. Alors celui-là c'est pas trop le cas, le hatchet kick de Brian est un peu une exception des coups, on va dire des gros lots, mais qui sont au final assez safe, que ça soit en garde ou en hit, mais c'est une exception. Mais c'est ces lots là qui vont en fait briser la garde de votre adversaire. C'est ces lots qu'il peut pas voir. Il y en a énormément. En général les persos ont en moyenne 2 ou 3 lots invisibles. C'est un peu la norme. Heihachi un peu, on va dire un peu une exception. Il a que le, on va dire le Dawn 4 générique qui est vraiment un lot ce coup-là. Il a que le Dawn 4, le Dawn Back 4. En fait non, c'est Dawn 4 sur Heihachi je crois, ou Dawn Back 4, je ne sais plus. Qui est un lot très rapide de Heihachi. Donc il y a certains persos qui ont l'archétype d'avoir peu de lots très rapides comme ça, peu de lots très safe. Et sinon globalement les persos ont 2 lots. En général ils ont un lot très rapide qui ne crush pas, c'est-à-dire là où vous restez debout, et un lot qui va high crush. Donc par exemple, ce lot là sort en 15, totalement invisible, l'adversaire ne peut pas réagir et vous laisse à 0. Et ce lot là est high crush, donc Brian se baisse, ça veut dire que ça va battre les highs de votre adversaire. Et par contre celui là il est à -1, donc même si vous le mettez, vous êtes négatif derrière. C'est à vous de faire attention à ce que Heihachi fait. Donc ça c'est le premier point. Briser la garde de votre adversaire, c'est un point essentiel de Tekken. Parce que si vous tapez sans jamais mettre d'ambiguïté dans ce que vous faites, si vous ne tapez que en mid, et bien quand votre adversaire va arrêter de taper, il aura juste à garde, et puis ça sera mis dans la garde. Et vous allez jamais lui briser. Donc ça c'est le premier point. Les lots sont l'élément qui permet de briser la garde de votre adversaire. Donc il y a des lots qui brisent bien mieux la garde de l'adversaire, il y a des très gros lots qui ont plus de reward. Par exemple ce gros lot fait énormément de dégâts, 23 de dégâts, et vous laisse à +5. Mais c'est pas facile à sortir et ça sort en 19 frames, donc c'est un peu plus lent que la moyenne. Mais c'est ça qui fait la spécificité de Tekken, c'est comme ça que vous brisez la garde de votre adversaire. Donc ça c'est pour les lots invisibles. Donc ça c'est le premier point. Pour gagner un match, il faut que vous connaissiez vos lots invisibles pour briser la garde de votre adversaire. Sinon votre adversaire il n'y a pas d'ambiguïté, il a juste à défendre tout le temps. Vous ne pouvez pas gagner. En fait, vous ne pouvez pas gagner. Si vous ne connaissez pas vos lots, vous ne pouvez pas gagner contre un adversaire qui défend tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc vous allez me dire qu'il y a des exceptions, il y a des coups qui passent à travers la garde, mais en réalité ces coups-là sont très minimes et beaucoup d'entre eux ne sont tout simplement pas, je crois que l'autre c'est ça, ils sont beaucoup trop lents. Ça par exemple c'est beaucoup trop lent pour briser la garde de l'adversaire. 53 frames en réaction l'adversaire, il le voit amplement. Donc ça c'est le premier point, les lots. Le deuxième point qui va être essentiel pour gagner dans Tekken, pour gagner un match, et malheureusement c'est un peu ce qui se passe en online, parce que le online est fait de la façon... Alors avec le netcode on va me dire que ça s'est amélioré, et c'est vrai, avec le netcode les connexions se sont améliorées, j'ai pu le voir. Les connexions en fait de façon globale, les connexions sont bien plus stables dans Tekken, il y a beaucoup moins de... En fait on avait déjà dans Tekken un très bon mode online, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, qui était si vous aviez la fibre, et que votre adversaire avait la fibre, et que vous étiez tous les deux en filaire, la connexion était excellente. C'est juste que voilà, quand vous jouiez contre des gens qui étaient en Wi-Fi ou quand vous jouiez contre des gens qui avaient une connexion pas forcément très bonne, automatiquement ça crée des problèmes. Et ça c'est en fait c'est logique, c'est logique. C'est logique. Donc l'implantation du netcode a amélioré ça, a amélioré ce point-là. Maintenant c'est bien plus stable, mais c'est pas non plus miraculeux. C'est absolument pas miraculeux. Et j'ai pu voir des matchs là où ça laguait comme ça laguait avant, parce que si l'adversaire il joue sur sa connexion 4G, ça peut pas faire autrement que laguer, ce n'est pas possible. Donc, le point essentiel en online pour gagner, ça va être le pressing. Vous verrez très souvent sur les joueurs online, à part les excellents joueurs évidemment, qui vont, vous savez, vous avez des notes quand vous jouez en online, donc quand vous jouez en classé online, vous avez 3 notes qui séparent votre capacité à être bon dans le jeu. Donc maintenant vous avez le Tekken Prowess qui est un autre indicateur de niveau, vous avez les grades qui est un indicateur de niveau aussi, et maintenant vous avez le Tekken Pro est arrivé là. On a maintenant depuis maintenant une saison des notes qui sont notées de S+ à je pense que personne n'est à F, mais on va dire même les débutants ils sont autour de C, de D on va dire. Je crois que ça va jusqu'à D si je me souviens bien, et qui notent en lettres votre capacité dans différents domaines de Tekken. Vous avez votre capacité à vous déplacer, qu'on va appeler agilité. Vous avez votre capacité à sidestep, à éviter des coups adverses par le sidestep. Vous avez votre capacité à être agressif. Vous avez votre utilisation de votre rage, donc quand vous êtes à moins de 30% je crois, ou 40% de barre de vie. Vous avez tout un tas d'indicateurs sur vos forces. Et vous allez voir très souvent, sur les joueurs on va dire qui partent du début jusqu'à
au moins jusqu'à Mighty Ruler, on va dire, le terme agressivité qui va revenir très souvent. Alors ça dépend si vous avez le jeu en anglais, mais si vous avez le jeu en français, ça sera noté agressivité. Très souvent, les joueurs dans les 3 premières lignes ont le thème, le code agressivité en A+, en S ou en S+. Alors pourquoi? En fait, c'est un truc très commun et qui est inhérent au système online de Tekken, c'est que c'est très fort en online d'être agressif. En online, à un level débutant et moyen, c'est extrêmement fort d'être agressif. Alors je vous parle pas d'être agressif avec tous les coups. Par exemple, ce coup là il est à -13, alors votre adversaire il peut pas le punir parce qu'il est très loin. On va prendre plutôt un exemple qui me parle plus. Voilà, par exemple, derrière c'est string 1 to 1, vous êtes à -6. Donc même si vous êtes très agressif derrière, bah il y a des chances que vous preniez des counter hits et il y a des chances que juste votre adversaire il gagne l'interaction après. Mais contre tous les petits coups qui laissent très neutre, ou on va dire voilà, -2, c'est pas beaucoup, +1. Il y aurait quoi qui est assez peu négatif sur le perso, -3 par exemple, sous tous ces coups qui laissent on va dire entre +1 et -3, -4, et ben c'est très fort derrière en online de taper derrière. Et il y a plein de coups, alors j'ai pris un mauvais exemple, je pense, pas un mauvais exemple, mais le perso en soi n'est pas le meilleur exemple. Je vais prendre tout simplement mon autre main, je vais prendre Steve parce que l'exemple est bien plus parlant avec Steve à mon avis. C'est très fort en online d'être agressif parce que c'est très compliqué de réagir en réaction à un coup très rapide. Alors ça a l'air d'être un peu fumeux ce que je suis en train de vous dire, mais je vais prendre un exemple simple. Le Down Forward One comme ça, qui est un coup de Steve très rapide, qui sort en 13 frames, donc c'est le mid le plus rapide de Steve, et qui met à +5 en hit, -2 je crois en garde, voilà, -2 en garde, ce qui est très safe pour un coup, derrière vous êtes totalement vivant. Je vous ai expliqué, bah oui, derrière ce coup en Down Forward One, vous êtes totalement vivant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez sidestep, vous pouvez backdash, vous pouvez mettre un coup armor, dire vous faites votre vie. Et ben il y a un point qui est très essentiel dans Tekken à ce level là, c'est que quand vous jouez comme ça, et que vous mettez des coups qui sont, on va dire, presque neutres, c'est très fort d'en enchaîner plusieurs derrière. Et c'est à la fois quelque chose que je vous conseille de faire, et à la fois quelque chose dont je vous dis, faites attention aux gens qui jouent de cette façon très souvent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est très fort de faire ça. De faire un down forward, down forward, down forward, down, tout, pour mettre de l'ambiguïté. Parce que c'est ça le point essentiel sur Tekken, en online surtout, parce que la connexion fait que c'est plus compliqué de réagir. C'est très compliqué ce coup là, ce down forward one en garde comme ça, c'est très compliqué de le voir visuellement en 13 frames et de se dire derrière, ah oui, pour interrompre mon adversaire directement, faut que je mette un coup très rapide, faut que je mette un jab. Voilà, je prends ça en 1, faut que je mette un jab directement, c'est très compliqué. Le coup sort en 13 frames, en plus il y a une extension derrière qui fait peur, etc. etc. Et donc ça va être très fort dans Tekken, et surtout en mode online. Je vais pas dire de bourrer parce que je vous conseille pas de faire des coups très négatifs, je vous conseille pas de faire des coups qui laissent par exemple à -9 et puis de taper derrière, c'est ridicule. Mais les coups qui laissent, on va dire, très safe, c'est très fort de taper derrière. Donc à la fois il faut que vous en ayez conscience pour affronter vos adversaires, parce que les adversaires qui débutent un peu et qui commencent à arriver dans un niveau là où ils se posent les bonnes questions, ils vont beaucoup jouer comme ça. Pourquoi ils vont beaucoup jouer comme ça? Parce qu'en fait c'est très fort, en online c'est très fort de jouer comme ça. On pourrait presque appeler ça du bourrage, mais du fait que ça soit au final assez peu risqué, bah c'est pas tant du bourrage que ça en fait, c'est pas tant du bourrage que ça. Donc, après les lots, très important pour briser la garde de votre adversaire, le fait bah, des fois de pas hésiter à faire plusieurs phases comme ça, down forward one, one, two, bah, si votre adversaire il a pas mis un coup rapide, bah, vous allez gagner l'interaction, tout simplement. Et le deuxième point qui est essentiel, le troisième pardon, le deuxième point c'était votre capacité à des fois un peu bourrer quoi, il faut mettre de l'envie, il faut y aller quoi, il faut être un peu agressif de temps en temps. Faites pas toujours un coup puis je retreat, un coup puis je retreat. En fait c'est très mauvais de jouer en je fais tout le temps la même chose et je garde tout le temps derrière, ou je tape tout le temps sans jamais réfléchir. Et c'est ça le troisième point, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté que vous allez mettre dans vos phases. Il faut jamais que vos phases elles soient tout le temps les mêmes. Il faut jamais que derrière un jab vous mettiez tout le temps un low. Il faut jamais que derrière un low vous mettiez tout le temps un West Standing 4 ou un West Standing 1. Bon, c'est un peu particulier pour le 11 frame de Steve, mais on va dire un West Standing 4. D'habitude c'est chez les persos les persos qui sont normales on va dire, donc pas Steve, c'est le West Standing 4 qui sort en 11 frame. Mais bon bref. Il faut mettre en permanence de l'ambiguïté dans
votre façon de jouer. C'est pas dérangeant d'avoir certaines phases que vous répétez un peu souvent. Quand vous voyez que votre adversaire, il y a une phase qu'il n'arrive pas à avoir, je sais pas, derrière 1-2, vous faites que des low high crush. Derrière 1-2, vous faites que des low high crush, ça a tendance à souvent passer. D'accord? Parce que bah, c'est pas facile de réagir en réaction à un low invisible derrière une 1-2. Il faut que votre adversaire il se dise ah bah oui il va faire là un low maintenant, il faut que je low parie ou il faut que je le garde. Mais l'ambiguïté est très importante parce que si vous faites tout le temps la même chose, un adversaire qui est moyen ou qui commence bien à jouer au jeu ou qui tout simplement est très fort au jeu, et bien tout simplement ces phases là il va les voir, il va les analyser et il va tout simplement tout le temps gagner contre eux. Je vais vous donner un exemple qui était assez intéressant que j'ai vu sur le stream de Doug from Paris. Alors ça s'est passé il y a à peu près, je dirais, près d'un mois je pense, un mois et demi. Donc je me rappelle de cette anecdote parce qu'elle était assez intéressante. Il jouait contre un autre Steve, donc il jouait Steve, évidemment c'était son main, et il jouait contre quelqu'un de son chat qui voulait jouer contre lui. Et il n'y a pas trop de problème, derrière ça. Mais Doug from Paris a relativement compris, au bout du premier ou du deuxième match, que l'adversaire avait tendance, que ça soit quand il est légèrement positif ou quand il est légèrement négatif, à tout le temps vouloir mettre back one ou à tout le temps vouloir mettre down forward 2. Ce qui est fondamentalement pas une option très risquée, parce que si jamais votre adversaire il se trompe dans ce coup et qu'il a tendance à taper trop fort, dire trop rapidement, et ben vous allez le counter hit et vous allez prendre des dégâts. Mais en fait tout simplement qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Doug from Paris l'a repéré et l'a puni pour ça. L'autre exemple, dans le même match c'était que quand il avait tendance, l'adversaire qui s'opposait à Doug from Paris, à tout simplement, derrière un coup que Doug from Paris lui mettait en garde, donc lui il tapait le mec qui le regardait, je dirais il tapait le Steve en face, Doug from Paris tapait, et l'adversaire, ce qu'il faisait à chaque fois, c'est que quand il se prenait un coup en garde, après ça il mettait back one, ou après ça il mettait down forward 4. Down forward 2, pardon. Down forward 2, peekaboo cancel. Et en soi, c'est pas une mauvaise option. Comme l'adversaire est de façon globale derrière les coups très peu négatifs, mettre un back one ou mettre un down forward 4, ça a tendance à soit récupérer l'avantage, soit possiblement à launcher en counter hit. Donc en soi, c'est pas si nul que ça. C'est pas des phases qui sont fondamentalement mauvaises. Mais là, Doug from Paris repère ça et qu'est-ce qu'il va faire? Il va setup parce que l'adversaire fait tout le temps ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va setup des moments là où cette option n'est pas valable. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Son exemple était simple. Il faisait down forward 1 comme ça, qui met à -2. Donc si l'adversaire il sort un coup qui sort en 13 frames, c'est-à-dire le back one, et bien tout simplement, Doug from Paris n'avait qu'à répondre avec quelque chose qui était plus rapide que 11 frames, donc 10 frames. Pourquoi? Parce que comme derrière le down forward 1, Doug from Paris est à -2, bah si l'adversaire tente de faire un back one, ça sort en 13 frames, il suffisait juste de faire 1-2-1. Et il s'en est pris des tonnes des phases comme ça, parce qu'il avait tendance à ne pas mettre d'ambiguïté dans son jeu, à tout le temps faire la même chose. Donc ce qui se passait, bon il y avait un peu de zoning, il reculait, voilà. Doug from Paris mettait un down forward 1, en garde, l'adversaire gardait, il voulait récupérer le pressing avec back one, et Doug from Paris l'interrompait avec 1-2-1. Comme ça, tout simplement. Tout simplement. Et ça, c'est le problème de ne pas mettre d'ambiguïté et de ne pas conditionner votre adversaire. Donc le conditionnement, ça va être la quatrième et dernière partie. Donc c'est très important de ne pas être anticipable sur Tekken. De ne pas faire les mêmes phases tout le temps. Parce qu'au début, bah oui, les gens ils vont se prendre une phase 2, 3, 4 fois. Pour voir même les gens qui débutent vraiment, peut-être qu'ils vont se prendre la phase 15-20 fois parce que bah ils savent pas comment contrer la phase en question. Mais quand vous allez commencer à arriver à un niveau même pas forcément très haut, là je vous parle d'un niveau, je vais dire warrior par exemple, d'un niveau jaune qui est pas très élevé quand même, les gens ils s'en rendent compte en fait. Les gens commencent à s'en rendre compte parce que même s'ils connaissent pas tout le jeu, quand ça fait 10 fois que derrière 1-2 vous leur mettez un lot, bon au bout d'un moment à la 8ème fois, à la 11ème fois ils finissent par vous le lot pari ou par vous le garder. Et ça c'est très important. Donc, vous-même d'ailleurs, pour gagner, il faut que vous analysiez votre adversaire. Ça sera un 3 points bis. Donc, les lots invisibles pour briser la garde de votre adversaire. Très fort. Ensuite, tout simplement, le brise de garde, on va dire. Puis, votre capacité à être agressif dans un match, parce que de temps en temps, il faut faire des phases là où vous êtes agressif. Et surtout, ne pas hésiter à profiter de votre avantage. Quand vous êtes à +5, quand vous voyez qu'il y a un coup qui passe en hit, il faut profiter de l'avantage derrière.
Il faut que vous compreniez tout de suite que vous avez pris l'avantage et que c'est à vous de jouer. Donc ne pas hésiter à de temps en temps faire des petites phases de, on va dire de 30 secondes là où vous bourrinez un peu pour essayer de voir quelles sont les réponses de votre adversaire. Troisième point très essentiel, ne pas être anticipable, ne pas faire les mêmes phases tout le temps, vous allez vous faire punir de façon très conséquente. Le 3 points, on va dire le 3.5 bis, c'est surtout analyser votre adversaire. Quand vous débutez, et je le sais, et c'est totalement normal, vous avez tendance à vous focus que sur ce que vous faites vous. Que sur ce que vous regardez que votre personnage. Et c'est normal, c'est compliqué de se concentrer quand on joue son personnage, c'est très compliqué de se concentrer sur l'adversaire. Oula, pardon, j'ai du mal à parler. C'est compliqué de se concentrer sur ce que fait l'adversaire par rapport à vous, en face de vous. C'est pour ça que votre regard, il ne doit pas être sur votre personnage. Votre regard, il doit être, si votre adversaire est très loin, votre regard doit être sur votre adversaire. Et si vous êtes proche, votre adversaire doit se trouver au milieu. C'est-à-dire au milieu des deux personnages. Et ensuite, vous devez regarder ce que votre adversaire fait. Mais au-delà de regarder ce que votre adversaire fait, vous devez analyser ce qu'il fait. Parce que là, je vous ai parlé d'être ambigu, de ne pas faire tout le temps la même chose. Et bien c'est pareil, quand votre adversaire, il vous fait quelque chose qui vous a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon bah à la 5e fois vous le punissez. À la 5e fois vous comprenez qu'il vous a derrière Dawn Forward One, il arrête pas de me mettre des lots. Bon bah vous finissez par le lot pari. Il arrête pas quand il est très peu négatif, on va dire, de mettre un down jab pour pas perdre l'avantage. Bon bah vous finissez par le low pari ce down jab. Vous finissez par le garder, vous finissez pourquoi pas par backdasher, puis le punir par un whiff punish. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comprendre les phases de votre adversaire. Parce que quand vous débutez au jeu, et quand vous êtes même à moyen level, les gens ont des phases. C'est très compliqué de sortir de son autopilote. Ce qui était appelé autopilote, j'avais vu une très bonne vidéo sur Super Smash Bros Ultimate, là où il parlait de la condition d'autopilote, de la façon générale qu'il faut step up de cet autopilote, pardon, de sortir de cet c'est incroyable, j'arrive pas à dire ce mot. De sortir de cet autopilote, là où vous vous dites, bah voilà, j'ai des phases qui marchent bien avec certains joueurs, donc je vais les faire tout le temps. Donc je vais les faire tout le temps. Non, si vous les faites tout le temps, vous allez finir par vous faire punir. Et surtout, plus vous montez, plus les gens s'habituent rapidement à vous. Parce que plus les gens, ils ont de l'expérience générale sur le jeu. Donc ça, c'était on va dire le 3.5. Et le 3.5, c'est tout simplement d'analyser le jeu de votre adversaire. Parce que c'est ça qui est très essentiel. Même si vous devez vous concentrer sur votre jeu au début, sur votre capacité à bien jouer, c'est aussi sur votre adversaire que vous devez anticiper. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses phases? C'est quoi qu'il aime? Est-ce qu'il aime bien les coups rapides? Est-ce qu'il préfère les coups lents mais très safe? Est-ce qu'il a tendance à mettre que des coups qui sont unsafe? Très important. Alors les coups unsafe, vous le saurez pas forcément au début parce que, bah, encore une fois, je le répète, c'est un peu compliqué de connaître tous les coups, tout simplement. Unsafe du jeu, c'est très compliqué. Mais globalement, il y a des coups, vous le verrez. Je vais faire une petite aparté par rapport à ça. C'est que les coups... Tekken est un jeu très bien fait d'un point de vue animation. En général, quand un coup est très positif en garde, je vais reprendre Brian parce que l'exemple était parfait. Quand un coup est très positif en garde, vous le voyez. Quand un coup est très négatif en garde, vous le voyez. Et c'est ça la richesse de Tekken, c'est que même si vous connaissez pas forcément très bien la frame data, bah rien qu'à l'animation des coups, et ben vous pouvez savoir ce qui se passe. Par exemple, je prends l'exemple tout simplement du Snake Edge, ça se voit en fait que le coup il est très négatif. Quand ce coup il est gardé, Brian voilà, il reste au sol, voilà, il a mal, vous voyez, il se prend le coup, il tombe un peu sur le sol, il est obligé de poser sa main sur le sol, puis il se relève doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là vous savez que c'est à vous de jouer. Et voilà, c'est à vous de le launcher et de lui détruire sa barre de vie évidemment. Donc ça, c'est visible dans ces cas-là. Et donc là quand c'est très négatif c'est visible. En général quand c'est entre les deux, c'est-à-dire soit très peu négatif, soit très peu positif, c'est pas forcément visible, ça il faut connaître tout simplement. Et surtout, quand c'est très positif, vous le voyez aussi. Derrière ce gros coup là par exemple de Brian en garde, on le voit en fait que Heihachi, vous voyez, Heihachi, il recule, hein, il tremble, vous voyez. Il s'est pris un gros coup dans la garde, ouais, pendant très longtemps. Pendant très longtemps, là, Heihachi, il peut rien faire. Donc là, vous le savez que Brian, il est positif et que vous devez pas taper derrière ce coup. Aidez-vous de l'animation. Aidez-vous de l'animation des coups. Tekken est un jeu extrêmement bien fait d'un point de vue animation. C'est un point très bien fait. Le quatrième et dernier point, ça va être le conditionnement. Alors le conditionnement de l'adversaire, c'est un surjeu de, on va dire, de l'utilisation du pressing. Le conditionnement de l'adversaire, c'est le pousser à faire ce que vous voulez qu'il fasse.
Alors c'est un jeu qui est au-dessus, on va dire tout simplement du pressing, c'est un jeu qui est au-dessus des lots qui brisent la garde, c'est un jeu qui est au-dessus des punitions, je dirais pas vraiment parce que ça c'est que de la connaissance de jeu, mais c'est un jeu qui est légèrement plus haut. Quand vous commencez à comprendre le principe du pressing, quand vous commencez à comprendre le principe de briser la garde de votre adversaire, il faut que vous commenciez à le conditionner, à conditionner votre adversaire. Alors le but c'est pas de le conditionner comme un malade, faites pas des trucs qui sont trop commit, mais tout simplement, si derrière un jab, donc là ça va être un surjeu en fait de votre capacité à, en fait quand je vous dis d'être ambigu, vous avez on va dire le point au-dessus d'être ambigu, c'est de conditionner l'adversaire. Si à chaque fois que vous mettez un jab, donc là c'est on va dire un surlore, un surjeu au-dessus du jeu, au-dessus de l'ambiguïté. Parce qu'au début, bah, votre adversaire quand il est débutant, quand vous mettez un jab en garde, quand le mec est très débutant je parle, hein, vous lui mettez un down for derrière, qui est une phase très peu risquée vu que vous êtes à +1 et que vous lui mettez un low en 15 frames, c'est très compliqué pour l'adversaire pardon, de vous interrompre. C'est pas très compliqué mais c'est pas forcément très facile en réaction de le faire. Vous devez pas faire tout le temps ça. Je vous ai dit vous devez pas le faire tout le temps parce qu'au bout d'un moment votre adversaire il va garder. Les gens qui viennent d'attaquer le jeu, ils le verront jamais ça. Cette phase là vous pourrez leur mettre 100, 200. Non 200 j'abuse évidemment. Mais vous allez pouvoir leur mettre 20, 30, 40 fois d'affilée, ils se baisseront jamais. Parce qu'ils viennent de débuter le jeu donc c'est très compliqué. Mais quand vous commencez à jouer un level on va dire, voilà on va dire un level bleu, un level vert, les gens, au bout de la 10e fois, de la 20e fois, ils vont commencer à le voir venir. Et ben c'est ça le conditionnement de votre adversaire. Vous lui avez tellement mis cette phase dans la tronche, qu'à un moment, bah, il va garder l'eau tout le temps derrière un jab. Bon, il pourrait vous interrompre évidemment, il pourrait mettre un coup plus rapide. Mais vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'à un moment il va se dire, bah voilà, derrière le jab, à chaque fois moi je me baisse pour garder le coup et puis tout simplement punir mon adversaire. Et donc là vous l'avez conditionné. Vous l'avez conditionné à se dire, derrière un jab en garde, je dois me baisser. C'est ça le conditionnement. En fait c'est un surlore, un surjeu au-dessus de l'ambiguïté. L'ambiguïté ça s'applique à vous. Ça s'applique à vous sur le fait que vous ne devez pas faire tout le temps la même chose. Donc ça s'applique à votre comportement à vous. Alors que votre capacité à conditionner votre adversaire, ça s'applique sur ce qui se passe en face de vous, sur votre adversaire en face de vous. Et du coup il y a des phases qui sont très importantes. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. C'est le principe même de tous les coups qui sont mid-high ou mid-mid. En général, dans ces phases-là, le high est safe en garde, ce qui est le cas là. Le high est safe en garde et 2 cap, donc votre adversaire peut se baisser. Et par contre, le low est unsafe. Le deuxième low est unsafe. Voilà, là ça commence par la même chose. Don't forward 1, 4 et don't forward 2, 1, comme ça. Et donc bah, si vous lui mettez ça tout le temps, l'adversaire peut-être qu'à un moment il va se dire, bon il met tout le temps don't forward 2, 1, bah je vais finir par me baisser. Sauf qu'au moment là où il va commencer à se baisser, la première fois que vous allez voir que derrière le don't forward 2 comme ça il se baisse, et bah ça veut dire que la fois d'après vous allez lui mettre le mid. Et si vous mettez le mid, bah vous le mettez au sol. C'est le principe même du conditionnement. Poussez votre adversaire à faire ce que vous voulez qu'il fasse. Alors vous allez me dire c'est pas facile au début, et même au-delà de c'est pas facile, bah si vous connaissez pas forcément votre adversaire en face, vous savez pas trop comment il va réagir, vous savez pas s'il va finir par se baisser derrière cette string, ou s'il va jamais se baisser de sa vie. Parce que ce qui est possible, des fois derrière cette string là, personne ne se baisse jamais, et puis voilà c'est tout. Et ça, bah ça c'est à vous de l'analyser, tout simplement. Je pense que l'autre exemple qui me parle le mieux, c'est quand, qui parle mieux, on va dire, c'est quand à la fin d'une string, soit il y a un low, par exemple à la fin de cette string, Brian il finit avec un low, ou alors il peut finir avec un mid. Tout simplement. Alors, même logique, le low va briser la garde de votre adversaire, mais s'il se baisse, vous êtes punissable. Mais par contre, le mid, là, dans cette situation-là, il est quand même risqué. Donc il est à -10. Si vous mettez cette string-là 20 fois à votre adversaire, on va dire avec le low à la fin, il va finir par se baisser. Parce qu'il va se dire, bon, c'est bon, je me suis pris la string 20 fois d'affilée, je sais qu'il met tout le temps le low, donc je vais soit le low pari, soit me baisser et puis le punir. Et c'est à ce moment-là que l'intérêt du mid vient. Parce que le mid va battre le fait que votre adversaire se baisse. Et c'est ça le conditionnement. Vous l'avez obligé à se baisser derrière cette string, et donc la prochaine fois que vous allez lui faire, vous allez lui mettre un mid. Tout simplement. Voire même l'autre conditionnement que vous pouvez avoir, je prends un autre exemple. Cette première partie de string, comme ça, ce triple mid, est totalement safe, et à -9. C'est d'ailleurs un coup
globalement très fort. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas fait de tuto sur Brian, mais par exemple, si vous êtes en counter hit, cette première string elle va passer totalement gratuitement. Tout est garanti en counter hit. Alors que c'est pas le cas en normal hit, comme ça il peut garder à partir du deuxième coup. Alors que si ça passe en counter hit, bah tout est garanti pour 37 de dégâts, donc pas mal. Donc si vous avez mis ça tout le temps, parce que c'est à -9, c'est safe, donc c'est au final assez peu de risque. Si vous avez mis ça tout le temps comme ça, et que vous vous êtes tout le temps arrêté à ce mid là, bah votre adversaire à chaque fois il va se dire bah je peux reprendre l'avantage. Derrière ça, moi je peux commencer à taper. Sauf que si à un moment vous lui mettez l'autre mid derrière, bah là vous allez gagner l'interaction. Il va vouloir taper mais vous allez mettre le dernier mid. C'est ça le conditionnement. C'est ça le conditionnement. Et c'est pas facile de conditionner les adversaires si vous connaissez pas votre perso. Évidemment on en revient toujours aux bases, hein, toujours aux bases. Donc je vais récapituler, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ça, pour comment gagner. Comment gagner d'un. Après, voilà, quand vous arrivez dans les rangs moyens et élevés, il va falloir que vous connaissiez vos punitions. Ça c'est la prochaine étape. Punir, savoir bien punir votre adversaire, c'est très essentiel. Maximiser vos dégâts en combo. Si vous avez constamment des dégâts en combo très élevés, on va dire autour de... autour de 65 sans le mur et autour de 80-85 avec le mur, si vous arrivez à choper le mur, bah vous serez très bien. Il faut optimiser ça. Ça c'est le deuxième point, optimiser les combos et les dégâts. Optimiser les punitions. Et ensuite je pense que le dernier point c'est optimiser vos déplacements. C'est en général ce que vous allez travailler en dernier parce que les déplacements dans Tekken sont très difficiles, encore plus avec Brian à cause du souhait. Mais vous m'avez compris. Optimiser tout ça étape par étape. Donc je le rappelle, premier point, les lots invisibles. Je vais être très rapide. Premier point, les lots invisibles, pour briser votre adversaire. Alors le briser pas mentalement évidemment, mais lui briser sa garde. Deuxième point, très important, l'utilisation de l'agressivité. L'agressivité, notamment en online, c'est très fort et des fois vous allez comprendre qu'il faut faire des phases d'agressivité. Il faut faire des phases d'agressivité. Bon ça sera au fur et à mesure. Faites pas des phases d'agressivité derrière des trucs très négatifs. Derrière ça, Brian il est à -9, arrêtez de taper derrière. Ou alors mettez toute la string pour mettre encore plus d'ambiguïté dans votre jeu, mais c'est pas le cas. Le conditionnement, non. Donc l'utilisation massive des pokes. L'utilisation massive des pokes, hein, c'est ça, quand vous êtes agressif, les pokes c'est des coups qui sont très peu risqués mais qui vous laissent globalement pas très négatifs, évidemment. Ensuite, le regard de l'adversaire, l'ambiguïté que vous avez à ne pas faire tout le temps la même chose. Si vous faites tout le temps la même chose, vous allez perdre contre les joueurs moyens, peut-être pas contre les très mauvais joueurs. Le conditionnement, point 4, ou dire point 3,5. Regardez votre adversaire, regardez ce que fait votre adversaire, habituez-vous à ce que fait votre adversaire. Point 4, le conditionnement, le surlore, quelque chose d'un peu plus haut. Obligez votre adversaire à jouer comme vous voulez qu'il joue. Si votre adversaire finit par jouer comme vous voulez qu'il joue, vous allez lui faire très peur. Et ensuite, dans les points qui arriveront après, les punitions, le whiff punish, les déplacements, c'est d'autres points qui arriveront plus tard. Bon, je pense qu'on a fait globalement le tour sur comment gagner à Tekken en débutant. Encore une fois, je ne m'adresse pas à des joueurs qui sont expérimentés, voire très expérimentés pour certains. Je m'intéresse à des gens qui viennent de commencer à Tekken. Je vais finir sur une petite anecdote d'ailleurs. Quand je jouais à Soul Calibur et que j'avais, bon, on va dire, j'avais 12-13 ans, et que Soul Calibur 2 évidemment, le seul vrai bon Soul Calibur, et que je jouais avec mon frère ou avec ma famille ou avec mes cousins ou avec mes potes tout simplement, bah on avait tendance à taper un peu comme des demeurés. Je dis taper comme des demeurés, c'est-à-dire que on connaissait un ou deux coups de nos personnages et puis on tapait un peu en mode balistique. Mais en fait, Tekken, n'importe quoi. Soul Calibur est un jeu qui fonctionne un peu comme Tekken. C'est un jeu en 3D qui fonctionne par le brisage du neutral, par les lots, tout ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on faisait jamais en fait, qu'on ne faisait jamais. Et donc en fait, le jeu se résumait à quoi? À celui qui tapait le mieux derrière la frame data la plus positive pour lui. C'est tout. Voilà. Et ça, il faut passer au-dessus de ça. Parce que si vous ne passez pas au-dessus de ça, vous n'allez jamais step up dans votre niveau. Vous n'allez jamais step up dans votre niveau. Alors c'est long de tout apprendre, mais il faut le faire. Tout simplement, il faut le faire. Bon voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour pour cette introduction à Tekken, j'ai fait le tour pour le vocabulaire, j'ai fait le tour sur le progresser rapidement, et je viens de faire le tour sur comment gagner à level, encore une fois, je le rappelle. Bon Tekken à tous évidemment. Allez, salut! 話にならんな。